Samedi 12 octobre 2024, il est 12h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de Sindou Bamba, un non-voyant qui œuvre pour des personnes en situation de handicap visuel comme lui. À l'international, la course à la présidentielle continue. Kamala Harris joue la carte de l'âge et de la santé contre l'ex-président Donald Trump. Merci de suivre cette édition d'Information. Dans la commune de Yopougon, Sindou Bamba, un non-voyant a mis à la disposition des personnes en situation de handicap visuel un centre de formation en braille. En plus des cours et de mise à niveau avec l'aide des personnes de bonne volonté, il finance le projet de certains qui souhaitent travailler à leur propre compte. Depuis 2014, c'est plus de 1000 personnes non-voyantes qui ont bénéficié du soutien de Sindou Bamba. Un reportage à signer Assitan Diarra et Gilles Tonia. Sindou Bamba est responsable de ce centre de formation en écriture braille. Comme à l'accoutumée, il se rend au centre pour suivre le déroulement des cours. Sindou revient sur les raisons de l'ouverture de ce centre. Dans les années 2000, quand j'ai perdu la vue, c'était difficile. J'ai perdu 5 ans avant d'intégrer l'Institut des aveugles. J'ai croisé une association. Cette association a beaucoup fait pour moi, mais on s'est dit mais pourquoi ne pas mettre cette expérience à la disposition d'autres personnes. Nous œuvrons pour le bien-être des aveugles à travers la formation, la sensibilisation et puis l'insertion socio-professionnelle de ses membres. Au quotidien, c'est plus d'une dizaine de malvoyants qui viennent recevoir de nouvelles connaissances afin d'être au même niveau que les élèves sans handicap sensoriel. Ce matin, ils sont en plein cours de mathématiques. De la multiplication. Nous avons appris les signes inférieurs, ce qui correspond au point 4, point 6, point 3, point 5. Ensuite, le signe égal. 2, 3, 5, 6. On leur enseigne aussi les signes mathématiques. C'est ce que je faisais avec l'élève Afou et Kanaté. En plus de cela, il y a les cours de mise à niveau. En plus des cours de mathématiques, français, anglais, histoire et géographie, ces apprenants non-voyants font aussi le cours de l'informatique. Ça se passe bien, les élèves sont très concentrés sur ces cours-là et je pense qu'ils ont la volonté d'apprendre beaucoup de choses en informatique. Quand l'apprenant vient pour la première fois, on lui donne des généralités sur l'informatique et en plus, on le fait toucher, on lui montre les différents éléments des ordinateurs et ensuite, on lui donne les b.a.-ba. Cette initiative de Sindou Bamba a pour objectif d'apporter le sourire à ces personnes en situation de handicap, souvent marginalisées. Cette année, par exemple, nous avons financé 2 projets, un projet de vente de charbon et puis il y a un de nos frères qui est menuisier qui voulait vraiment s'installer. On a financé à hauteur de 1 200 000. C'est un projet sur 2 hectares d'un grand centre de formation où on pourra peut-être recevoir non seulement apprendre le braille, apprendre l'informatique, mais apprendre encore d'autres métiers. Mon ambition, c'est de peut-être signer un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie ou bien la Chambre d'artisanat afin qu'ils puissent vraiment former le maximum de non-voyants. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Depuis l'ouverture de ce centre en 2014, plus de 1000 personnes non-voyantes ont retrouvé la joie de vivre. Depuis plusieurs mois, le boulevard François Mitterrand est en chantier. Les travaux d'élargissement de la voie et la construction de l'échangeur de Faya, censés améliorer la fluidité du trafic, ont fragmenté cette voie principale. Résultat, des embouteillages monstres sur l'axe Cocody-Bingerville, transformant le quotidien des usagers en un véritable calvaire qui s'intensifie aux heures de pointe. Reportage. On part affronter encore les embouteillages. Il est 17h30. Nguessan réside à l'entrée de Bingerville. Il quitte son lieu de travail pour rentrer chez lui. Comme tous les soirs, il emprunte le boulevard Mitterrand. Je préfère passer par la voie principale parce qu'on a tout essayé et on se rend compte que par la voie principale, même c'est mieux. À cette heure de pointe, l'embouteillage est à son comble. Sur le boulevard, le ralentissement est immédiat. Voitures personnelles, taxis, mini-cars, communément appelés Gbaka, tous sont dans la file d'attente.
et avance à pas de tortue. En cause, le rétrécissement de la voie pour des travaux d'agrandissement au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny. Après plus d'une heure de route, Nguessan est à mi-chemin. Il est 19h30, je suis au niveau du carrefour de la 3. Je vais prendre un peu de carburant. Comme Nguessan, des centaines d'usagers empruntent au quotidien cet axe et endurent le même calvaire. Non loin du chantier de l'échangeur de Faya, même scénario. Une file interminable et une circulation paralysée. Je suis fatigué, moi jamais fatigué. Monsieur, bonjour. À cause des travaux de l'échangeur là, c'est pour cela qu'il y a toujours des embouteillages. Ces travaux, bien qu'essentiels pour l'amélioration de la circulation, transforment le quotidien des usagers de cet axe en une véritable épreuve. Chaque trajet devient un défi pour ceux qui l'empruntent. En attendant la fin du chantier, les populations n'ont d'autre choix que de s'armer de patience pour endurer ce calvaire. Il est maintenant 20h16 et je suis arrivé, pratiquement 3h. Je suis pratiquement donc au bout de ma souffrance et je vais reprendre ce même processus demain. Retour à Yopougon où traverser l'autoroute du Nord à partir du quartier Jesco ou celle menant à Dabou n'est pas chose aisée pour les riverains. Une véritable exposition aux véhicules roulant à vive allure sur les voies. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou et Gilles Tonien nous fait vivre leur situation. Jesco, à la sortie nord de la commune de Yopougon. Ce motocycliste et des piétons se bousculent presque pour se frayer un chemin dans la passerelle prévue pour ceux qui traversent l'autoroute. Souvent, il y a les voitures qui viennent vite, donc on n'arrive pas à traverser. Et souvent, on est obligé de courir pour pouvoir traverser. C'est pas facile. C'est pas facile en tout cas. La prudence est de mise chez ces écoliers obligés de se mettre en groupe et d'observer avant de se lancer, parfois en courant. À l'école, on nous a dit qu'avant de traverser, il faut regarder à gauche, à droite, faire plus attention. C'est pour cela que nous, on regarde à gauche, à droite avant de traverser. Aucun marquage sur la chaussée malgré la présence d'un panneau de signalisation. C'est pas normal même, c'est très dangereux pour nous et puis pour nos enfants aussi qui vont à l'école. Il y a les voitures qui passent, c'est sur l'autoroute. Les voitures passent, les enfants traversent, les voitures les cognent. Bon, ça reste donc vraiment de grâce. Si on peut avoir 2 ponts piétons ici, ça nous fait du bien. Voici le panneau, il n'y a pas de bande blanche, il n'y en a pas. On traverse comme ça dans le vide. À un peu plus de 3 km de là, au quartier Sako, la situation est également moins reluisante. Une autoroute de 3 voies, balisée chacune par des terre-pleins surmontés par des grillages. À ce niveau, absence totale de passage piéton pour la traversée. Il doit y avoir un pont ici. De la main, ils ont mis le pont vers Bagnon. Il doit y avoir un pont. Comme ceux du quartier Jesco, les riverains de cette autre autoroute formulent des doléances. Le côté d'en faire 2 ponts piétons collés. Ça sert à quoi? Ici, il y a les habitations, mais ils n'ont pas fait de ponts piétons. Il y a les enfants qui vont à l'école. Le côté de la voie, on fait comment? Donc, s'ils peuvent revoir, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais ils n'ont quand même un pont piéton ici. Les 2 ponts dont parle Yao sont situés à la cité Batim, sur la route de Dabou. Nombreux sont les piétons qui évitent ces ponts pour piétons. Le pont piéton, quand nous sommes dessus, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas monter. J'ai traversé par là parce que là, je me suis dit que c'est un raccourci. C'est parce que je suis pressé. Raison pour laquelle je ne vais pas monter sur le pont piéton. Moi, je prends toujours le pont. Il y a d'autres, c'est par raccourci pour pouvoir arriver à la maison. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les voitures, là, ils roulent à vive allure. Donc, par prudence, j'emprunte le pont. Une réaction des piétons jugée inacceptable. Je me plains parce qu'il y a un pont piéton. Pour qu'on puisse prendre ça, on va au niveau de la cité et puis ici. Mais les gens laissent ça, ils prennent toujours choses mauvaises, ça ne présente pas bien. Les grillages et les ponts piétons protègent la vie des usagers. La destruction de ces biens publics constitue un manque à gagner pour l'État. Cependant, les populations souhaitent qu'on tienne compte de leurs besoins dans le processus de développement. Direction Tabou dans la sous-préfecture de l'Audio, dans le village de Sey, où les enfants de ce dit village sont en joie. Ils n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour acquérir le savoir. Une école de 6 classes, toute équipée, leur a été livrée le week-end dernier par une fondation. Reportage Théodore Zouzou.
Coupure de ruban pour marquer l'inauguration et la livraison d'une école de 6 classes, tout équipée en table-banc, des bureaux et des latrines. Don de la fondation Wallo Kouya, basée aux États-Unis, au village de Sé, sous-préfecture de l'Odio, dans le département de Tabou, région de San Pedro. Désormais, les enfants du village de Sé n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour aller à l'école. Cette fondation est très heureuse d'offrir ces bâtiments qu'elle a construits avec le soutien des États-Unis. Nous offrons cet établissement flambant neuf, mais nous voulons également que les parents, les enseignants puissent en faire bon usage, puissent entretenir ces bâtiments, de sorte que ça puisse servir à des générations et des générations. Cet acte de générosité et de solidarité est salué par les habitants, des autorités éducatives et administratives de la localité. On voulait construire une école, on ne pouvait pas. On construit en bois, ça se casse. Mais aujourd'hui, on a eu un fils qui est venu pour nous aider à construire en dur. Nous lui disons grandement merci. Le sous-préfet croit fermement que l'éducation de nos enfants est un vecteur de progrès et de développement des populations de sa circonscription. Ces infrastructures contribueront à offrir un meilleur avenir aux enfants de ces et ces villages riverains. De quoi réjouir un tant soit peu les populations de cette localité qui peinent à rallier le chef-lieu de sous-préfecture du fait des voies impraticables, surtout en cette période de petite saison de pluie. Rendons-nous à présent à Agboville où la fondation Ketura a offert 200 kits scolaires aux enfants défavorisés pour soutenir leur scolarité. Un élément de Noussangari. Agboville, région de l'Agnébitiassa. Ce sont plus de 200 familles à faible revenu qui ont reçu des kits scolaires pour leurs enfants. Une épine qui vient d'être retirée de leurs pieds. D'autant plus que la période de la rentrée scolaire nécessite beaucoup de moyens financiers pour la prise en charge des enfants. En tant que parents d'élèves, c'est pour nous un soulagement, une grâce d'ailleurs d'obtenir de tels dons en ce début d'année scolaire. Souhaitons, par la grâce de Dieu, que ces genres d'actions se prolongent pour soulager véritablement les parents parce que les temps sont devenus assez difficiles. Et quand quelqu'un te tend la main pour venir un temps soit peu, donner soulagement aux parents, nous ne faisons que bénir Dieu pour cette prophétesse, pour cette ONG. Vraiment, avec ce temps aussi, qui est vraiment un peu pénible, un ouf de soulagement. Je suis vraiment heureux, très heureux. Ce geste, une initiative de la Fondation Ketura, fondation qui entend apporter soutien et réconfort aux veuves et orphelins en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. L'objectif, c'est de donner du sourire à ceux qui l'ont perdu. Et le Seigneur nous demande de soutenir les veuves et les orphelins. Et comme on dit, la caravane du bonheur s'est arrêtée à Agboville. Et aujourd'hui, nous avons donné 200 kits à des orphelins pour pouvoir avoir une année scolaire très épanouie. Fidel Seka, représentant le préfet des régions de l'Agnébitiassa, n'a pas manqué de traduire sa gratitude à la Fondation. Aussi, a-t-il invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Je voudrais inviter chacune et chacun des bénéficiaires à faire bon usage de ces kits scolaires, mais surtout à honorer la donatrice et nous autres autorités préfectorales qui sont venues donc les soutenir à cette activité en nous produisant de très bons résultats. Cette opération de distribution de kits scolaires est le début d'une série d'actions sociales dans la région de l'Agnébitiassa. Et pour joindre l'acte à la parole, la Fondation Ketura a ouvert ses bureaux dans le département d'Agboville. Du 23 au 25 octobre prochain va se tenir à Abidjan la 2e édition d'Abidjan Border Forum. Un rendez-vous multidimensionnel qui se positionne comme la plateforme d'excellence d'adressage des problématiques liées aux frontières. Notre reporter Clément Boko y était, vous le verrez dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité africaine, en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, persiste dans la volonté du parti présidentiel de réviser la Constitution, malgré une opposition grandissante de la société civile et des opposants politiques qui
annonce le lancement prochain d'une campagne pour atteindre cet objectif. Comme annoncé dans les titres, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à la présidence américaine, publie ce samedi 12 octobre un rapport médical affirmant qu'elle possède la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence. Cette annonce a été faite par un conseiller de la campagne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.